Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Anis Alfeda pour ces dessous du sport. Et en fait, ce sport qui est on ne peut plus politique, on ne peut plus mêler d'enjeux et qui n'est pas simplement un petit jeu ludique comme on pourrait le croire, mais qui cache de véritables enjeux, de véritables revendications et tout ce qu'il y a derrière. Alors, il y a beaucoup de questions, il y a des choses qu'on n'a pas encore traitées, on va essayer d'avancer à grands pas, on va dire. Je voudrais m'excuser encore une fois, mais c'est parce que, voilà, pour pouvoir rentrer avec les transports, c'est pour ça qu'on va écourter un petit peu comme les quelques fois que j'ai pu venir ici. Mais bon, je peux pas faire autrement, je suis désolé. Alors, on va avancer j'ai pas de pouce-pouce pour... Avançons à grands pas sur cette affaire. Alors, le sport on arrive aux années 80, là, donc les années 80. Là, le boycott, la Russie, on a vu, se fait boycotter. L'URSS, évidemment, de jadis, l'Union soviétique, qui se fait boycotter en 80. Eux qui boycottent à leur tour en 84 les fameux Jeux de Los Angeles. On a parlé de ces petites anecdotes où, effectivement, les puissants prennent le dessus sur les pays... Là, les sponsors arrivent, vraiment. Par exemple, dans les matchs de foot, où tu vois vraiment les panneaux avec des sponsors, véritablement. Dans les donc, c'est l'arrivée massive aussi d'argent. De l'argent, d'investissement. Ouais. Parce que ça aussi, la capitalisation, c'est aussi un tournant essentiel. Les Jeux Olympiques, comme tu nous disais, les premiers Jeux Olympiques, on a 4-5 pays, ça dure 4 jours, etc. Là, maintenant, on parle de Jeux Olympiques à je sais pas combien de pays. Les Coupes du Monde, au début, il y avait quelques pays. Maintenant, les Coupes du Monde, ça dure un mois. Ouais. Il y a 32 pays, 32 équipes. 32 équipes. Au départ, les Coupes du Monde, il y a 10 équipes, pas plus. Hein. Maintenant, il y en a 32. Ouais. Donc oui, l'argent arrive vraiment massivement. Les salaires des principaux concernés, donc le sport s'était professionnalisé avant. D'un côté, bon, moi je suis pas contre. Si quelqu'un peut vivre du sport, peut en faire son métier, bon, tant mieux, à la limite, pourquoi pas. Mais de là à ce que les salaires atteignent les sommes faramineuses et astronomiques qu'on connaît aujourd'hui, donc c'est montagne russe là, on a fait un sacré pas, un sacré bond. Hein. Non. Donc oui, dans les années 80, l'argent arrive massivement. Déjà, même si ça existait un peu avant, mais le dopage, les gros scandales de corruption aussi. Ah oui, alors ça, parce qu'il faut en parler. Hein, en plus, l'actualité nous rattrape, parce qu'aujourd'hui, on a encore parlé dans les infos de Michel Platini. Même si ça me fait de la peine, c'était un joueur, quelqu'un que j'apprécie un peu comme sport, juste comme ça, hein, je le connais pas personnellement quoi. Voilà, parce qu'on nous posait la question, les magouilles de la FIFA, Platini, Blatter et compagnie, ben oui, parce que c'est au cœur de l'actualité. Là, cette affaire du Qatar qui est en train de sortir, on nous dit que tout ça, c'est évidemment fait à coups de millions. Tu crois milliards, je dirais. Moi, voilà. Donc on a attribué la coupe, faut le savoir, c'est pour 2020, je crois. 2022, voilà, 2022 au Qatar. Alors ça te pose en plus tout un certain nombre de problèmes techniques, logistiques, puisqu'il est question de changer la date et de faire ça au mois de décembre. Donc de casser tous les championnats, enfin c'est une folie. Juste pour le bon vouloir du chèque. Voilà. Mais pour revenir, oui, donc... je sais pas si certains se souviennent, donc c'était Sepp Blatter, le président de la FIFA. Sepp Blatter, bien déjà, sûr. Les premiers scandales de corruption, ils remontaient à loin. Hein. Ouais. Lors de la Coupe du Monde 2002, parce que le président de la FIFA, toujours lors du match d'ouverture, il fait un discours. Ouais. Oui, vive la paix, la fraternité à travers le sport, blablabla, flûte traversière, violoncelle, contrebasse, tout ce que tu veux. Batterie même, voilà. Et déjà, les premiers gros soupçons de scandale commençaient vraiment à éclater, on commençait vraiment à l'accuser, il commençait vraiment à être entaché. Et lorsqu'il a fait son discours, donc le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002, c'était France-Sénégal, moi j'avais vu en direct, je me rappelle, lors de la cérémonie d'ouverture, il a fait son discours où il disait, bon, les bons sentiments et tout, il s'était fait huer. Et se faire huer dans un stade, ça passe pas inaperçu. Hein. Ouais. Déjà, se faire huer dans un meeting politique, dans une petite salle, même une salle polyvalente de quartier, tu passes pas inaperçu. Alors, je peux dire que des huées dans un stade où il y a des milliers et des milliers de personnes, ça passe encore moins inaperçu. Et c'était quoi sa réaction? Fait fair play, please, fair play, le fair play, s'il vous plaît, le fair play. Genre, en gros, taisez-vous, quoi. Il a pu faire taire les huées, mais c'était déjà remarqué, quoi. Voilà, pour montrer que l'actualité l'avait rattrapé. Donc on finit, on fait beaucoup de yo-yo temporel. Donc dans les années 80, après l'apartheid, voilà, une fois que l'apartheid est terminé, l'Afrique du Sud peut de nouveau rejouer. Mais dans les années 90, lorsque l'Olympique de Marseille gagne la Ligue des Champions, juste avant, Bernard Tapie, ils avaient soudoyé, ils avaient proposé de l'argent à des joueurs de Valenciennes pour pas faire blesser les joueurs marseillais juste avant. Parce qu'il y avait un match entre Marseille et Valenciennes juste avant la finale de Ligue des Champions, le fameux scandale, l'affaire OMVA. OMVA. Qui a défrayé la chronique pendant des années et des années. Des années, ouais. Et l'un des joueurs qui avait, un des principaux protagonistes, marseillais, qui s'appelait,
plus comment il s'appelle, Jean-Claude Edely ou un truc comme ça, je sais plus quoi. Là, il vit au RSA de nos jours. Hein. Une fois, ils ont fait une annonce sur lui. Ils disent ouais, le pauvre, il a tout pris pour les autres, ce joueur. Mais c'était bon, c'est pas pour l'innocenter ou quoi. Il le dit, mais il dit oui, bah je suis amer. Oui, une fois, ils l'ont invité à une émission. Et même d'autres gens ont essayé de l'aider. Ils disent non, même Emmanuel Petit, même beaucoup de joueurs maintenant disent à l'époque Marseille, il y a plein de victoires sur lesquelles on se posait des questions. Hein. Une fois, il y a une grande, on appelle les clashs parce que c'est pour faire le buzz sur Internet. Il y a un grand clash entre Emmanuel Petit, qui à l'époque jouait à Monaco, et Eric Dimeco qui joue à Marseille. Ils sont clashés. Emmanuel Petit dit gentiment à Eric Dimeco, bon, je te respecte, voilà, on a été joueurs, mais il y a certaines choses, voilà, j'ai pas envie de dire parce que j'ai peur de tomber sous le coup de la loi ou pas, mais moi jusqu'à maintenant, il y a des trucs qui me sont restés en travers de la gorge. Hein. Alors je suis content, j'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai gagné l'Euro, bon, tant mieux pour moi, voilà, mais les trucs à l'époque, j'étais jeune joueur, quand on jouait contre Marseille, souvent. Ça nous faisait chier quoi après je suis désolé du terme que j'emploie mais il dit il y a beaucoup de choses avec vous qui étaient pas souvent très nettes hein. Ouais, donc c'est au moment où Tapi était le grand maître de l'Olympique Marseille, ce qui en plus aussi avait une dimension politique puisque lui ça le propulsait on sait très bien comme Berlusconi en Italie à l'époque il y avait lui à Marseille, il y avait le président de Bordeaux. Moi, j'ai pas trop connu, mais on m'a raconté après plus tard. Le président de Bordeaux à l'époque était très médiatique. Lui, il arrivait en Rolls-Royce, dans les matchs. C'était Bèze, je crois que c'est ça, ouais. Bèze, Georges Bèze, un truc comme ça. Je sais pas si j'ai Georges, mais c'est Bèze, oui. Et ben, il arrivait au match comme ça. Ouais. C'était un grand rival de Bernard Tapie. Ouais. Aussi, dans les années 80, avec l'argent, commence à arriver le phénomène de ce qu'on appelle, tu sais, souvent on dit le bad boy ou l'enfant terrible de tel ou tel sport. Je parlais de quelqu'un. Je l'apprécie hein, par ailleurs pour sa liberté de ton ou autre, c'est Eric Cantona. Oui. Mais dans les années 80, oui, un peu, c'est le côté, c'est les travers de l'être humain. Souvent, celui qui insulte, qui se prend pour je sais pas qui, il est populaire. Ouais. Mais Eric Cantona, à l'époque, il était... Bon, voilà, c'était il était pas facile à vivre hein, quand c'était un jeune joueur. Il se prenait pour je sais pas quoi. L'entraîneur, il l'envoyait chier. Oui. Il avait traité Henri Michel de sale con. Non, sac à merde. Sac à merde, ouais. Sac à merde. Mais bon, on peut pas savoir ce qui s'est passé entre eux, mais voilà, déjà à l'époque, même si Eric Cantona, par ailleurs, je peux l'apprécier. Vraiment, c'est quelqu'un qui est courageux, qui fait beaucoup. Enfin, voilà. Qui se laisse pas faire quoi. On a vu récemment ce qu'il a dit sur la liberté d'expression, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Mais voilà, à l'époque, voilà, l'argent. On va dire, bon, lui, il est pas né non plus avec une cuillère en argent dans la bouche, mais voilà, c'est le phénomène des gens qui commencent à un peu trop ouvrir un peu ouvrir leur gueule, on va dire. À dire un peu parfois des propos un peu déplaçants et blessants, on va dire, parce que je pense qu'il y a même, ça veut pas dire qu'on doit se mettre à genoux devant l'entraîneur, mais quand même, moi, je peux attacher un certain ordre dans des choses. Il y a un certain respect qui est dû normalement à son entraîneur, ou au staff, ou aux gens qui travaillent pour toi, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. L'équipe est pas à ton service, c'est toi qui es au service de l'équipe. Ouais. Mais petit à petit, là, ça va complètement. Dans les années 90, après, ça va complètement. Dans les années 90, ce sera le culte de la. En 95, va arriver ce qu'on appelle l'arrêt Bosman. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Évidemment, bien Alors, sûr. Bosman, c'est un joueur, je sais plus de quelle origine il est, je crois qu'il est belge. C'était dans le championnat belge. Il voulait quitter son club, alors qu'il n'était pas encore en fin de contrat. Il voulait quitter pour un autre club. Je sais plus c'est plus de quel club à quel club. On lui a pas donné raison. Il a porté plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. On lui a donné raison au motif que c'était une atteinte à la liberté de circulation des personnes. Et sans le vouloir, ça a été un joueur de seconde zone toute sa vie, mais il est connu dans le monde entier grâce à ça. Enfin, maintenant grâce à cet arrêt, l'arrêt Bosman. Et à partir de là, avant dans les clubs, il y avait des quotas de joueurs étrangers. Des quotas de joueurs étrangers. Maintenant, c'est pas une question, on n'a rien contre les étrangers ou pas, c'est pas ça. Mais maintenant, dans tous les clubs, tu trouves rarement des joueurs nationaux, hein, oui. À part certains clubs. Hein. Ouais. Il a fait exploser une des règles de base qui était d'avoir un quota de certains joueurs étrangers, et puis on était obligé d'avoir des joueurs nationaux. À partir de cet arrêt Bosman, c'est terminé. Et ce qui fait que beaucoup de supporters ont eu cette critique légitime, ils se reconnaissent moins dans les joueurs de leur club qu'ils aiment. Même si je compte le phénomène des fans absolu et tout, hein, tu vois, mais il y a beaucoup de supporters qui disent oui, des fois, par exemple, je sais pas si tu as suivi un peu le foot aussi, des fois, c'était pas rare des fois de trouver une équipe, un effectif sur 1 an, 2 ans, voire plus. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les mercatos d'hiver, mercato d'été, on fait les marchés, les transferts. Les marchés, ça ressemble à un marché aux esclaves. Oui, mais c'est ça. Je sais pas si t'as vu le joueur, comment il s'appelle là, Anthony Martial, bon tant mieux pour lui, hein, mais c'est un jeune Français qui était à Monaco, il est parti à Manchester, là, il a à peine 19 ans, il vaut je sais pas combien de millions d'euros déjà. Ouais,
Il est noir, comme par hasard, toujours. Ça fait penser un peu Bois d'ébène, excuse-moi, le Tate, c'est commerce triangulaire, limite. C'est un peu ça. Il était des Ulysses, il allait à Monaco et il repart à Manchester. Mais oui, bon, voilà, c'est... T'as certains joueurs qui valent autant que peut-être... Bientôt, ils vaudront autant que certains PNB de pays du tiers-monde, quoi. Non, mais tant qu'à faire, allons jusque-là, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Enfin bref, voilà. Mais oui, l'argent, vraiment, pourrit tout maintenant dans le sport. Le dopage... Dans les centres de formation, parce qu'autrefois tu voyais les gens. Emmanuel Petit, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce qu'il ouvre sa gueule lui aussi. Hein. Il disait oui, là on a fait signer une charte à des joueurs de l'équipe de France pour s'engager à respecter toujours contre le racisme, tout ça, blablabla. Il fait, mais une autre fois, quand on était dans l'équipe, on parlait de politique, de religion, entre nous, on était capable de parler de cinéma, de culture. Quand même, les joueurs de foot, autrefois, ils en avaient un peu dans la caboche, quoi. C'était pas pas dire des demeurés, mais presque. Quand tu vois les joueurs aujourd'hui. Allez, le niveau intellectuel, c'est affligeant, hein, effectivement, voilà. des joueurs de foot, on ne demande pas d'eux d'être des prix Nobel, bien sûr, c'est pas ça, mais... Bah, pour le sentiment qu'on a, moi je sais pas, je traduis peut-être le sentiment aussi que beaucoup de gens ont sur le foot moderne, c'est d'avoir de jeunes petits cons millionnaires, devenus millionnaires très vite, et qui sont arrogants, qui sont pleins de cette condescendance d'un jeune riche. Suffisance, et même de suffisance dans la façon de jouer. Ouais. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop, il y en a qui n'aiment pas le foot, mais quand vous voyez qu'arrive un joueur comme Benzema ou Jérémy Ménez, qui était à Paris, qui allait au Milan, parce que je joue au foot longtemps, ça c'est quelque chose on peut pas tricher avec ça. Tu les vois à la fin d'une action, c'est je laisse tomber, c'est bon. Ils jouent pas à fond quoi en fait. C'est voilà, ils sont comme ça nonchalants, c'est non mais je m'en fous, je marquerai après, non, qu'est-ce que tu vas me dire. C'est un peu ça leur façon, c'est leur attitude. Je sais pas si certains voient de quoi je parle. Dans l'action, dans la façon de finir une action, même s'ils ont raté ou pas. Bon, ça, on n'a pas dit que leur vie se jouait là-dessus, c'est pas ça, mais on a l'impression des fois ils n'ont rien à foutre en fait. Ouais. De toute façon, ils gagnent du pognon. Et puis moi, je suis meilleur de toute façon. Ouais, je vaux des millions, je t'emmerde. En gros, c'est ça qu'ils disent. Oui, un peu. Benzema, qui a fait des déclarations qui ont passablement quand même agacé tout un certain nombre de gens. Bah, entre autres sur la France, en disant moi j'ai choisi la France, c'est juste côté technique. J'en ai avec la polémique avec Laurent Blanc, qui avait dit que bah oui, parce qu'il y a beaucoup de binationaux dans l'équipe de France, certains choisissent plus l'équipe dans laquelle ils vont jouer par opportunisme. Exactement. Pas forcément par amour du maillot. Ouais. Bah, cette question, oui, on peut se poser. Après, je trouve ridicule la polémique sur la Marseillaise. Comme les joueurs retrouvent même sous Platini, les joueurs ils chantaient pas la Marseillaise. Oui, c'est vrai. Faut arrêter. Dans ce cas-là, un royaliste, il n'est pas très Marseillaise. Tu prends un gars de l'Action française, il va pas chanter la Marseillaise. Est-ce que ça veut dire qu'il est pas français Ça, je trouve c'est ridicule. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il faut siffler la Marseillaise. Voilà, parce que ça, c'est une question qu'on nous a posée, que je trouvais très intéressante. On nous disait, monsieur Alfeda, le match France-Algérie en 2001 a-t-il contribué à la défaite de Lionel Jospin en 2002 avec la Marseillaise sifflée, Zidane hué comme traître, terrain envahi par la jeunesse immigrée? Et c'est vrai que c'est des images qui ont marqué. On va pas se mentir. Je vais te dire. Ça a choqué l'opinion publique. Moi, il y a deux événements qui vraiment ont fait vraiment peur aux gens. Ah, ce qu'on appelle la France profonde. Ça me fait... C'est pas un gros mot pour moi. Hein. Ou le pays réel, diront certains. Cette image-là de France-Algérie, là vraiment, des gens se sont dit mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont pas français, là. Là, ils nous montrent, on n'est pas français. Zidane, je te rappelle, il n'a pas joué la deuxième mi-temps. Pour pas qu'il marque de buts éventuellement contre l'Algérie. Et les émeutes de 2005. Parce que pendant 3 semaines, ça n'a pas été comme les émeutes de Los Angeles, Dieu merci, mais on a l'impression que pendant 3 semaines, parce que si tu additionnes les cités, ça fait un petit pourcentage du territoire national quand même. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, il y a une partie de la France qui était coupée du reste de la France. De toute façon, c'est le cas aujourd'hui. Hein. Tu vois certaines zones, ce qu'on appelle de non-droit, où l'économie parallèle fait des ravages. Enfin bref, voilà. Mais ces deux événements-là, à la fois les émeutes de 2005 et ce qui devait être un match de, entre guillemets, réconciliation, le match France-Algérie. Qui a fini, on rappelle, en autre boudin, avec les mecs qui débarquaient sur le terrain. La première qui a envahi, c'était une fille en plus, comme par hasard. Bon, voilà. On l'a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Elle était condamnée, je crois que c'était des condamnations immédiates. Elle dit, mais pourquoi t'as fait ça? Oui, mais c'était pour montrer ma fierté d'être algérienne. Les Algériens en Algérie étaient archi contre, étaient dégoûtés de ça. Ah, je le confirme. Les Algériens en Algérie étaient
mais fâchés, Furax, vraiment. furax contre ce qui s'est passé Bien ce sûr. jour-là. Pour eux, c'est une image déplorable Ils ont que entièrement les raison. Algériens ont donnée à la France. Et je peux vous assurer que moi, quand j'étais en Algérie, c'était après cet événement-là, je vous assure que les Algériens exception, étaient hein. remontés contre Sans les exception, Algériens hein. de France, mais d'une façon incroyable. Pour eux, c'était intolérable ce qui s'était passé ce jour-là. Ce qui était pour eux une image dégradante des Algériens. En plus, on est en etc. France. Ah oui. Il y a un film très bon là-dessus. L'acteur en plus est mort. Il est mort très jeune d'un accident, le pauvre Yasmine Belmadi. C'est le film Beurre Blanc Rouge. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, non. Ça montre l'histoire d'un jeune franco-algérien qui va faire mariole au stade et tout. Et il n'arrive pas à s'insérer dans la société. Il n'a pas de travail, nanani, je sais pas quoi. Et bon, je vais pas vous raconter les détails du film, mais vous le trouvez sur YouTube. Et ses parents finalement décident de le renvoyer au bled. Mais lui, il pleure, il dit mais non maman, mais je fais le mariole, je fais le fanfaron, mais moi mon pays c'est la France, moi je suis français, qu'est-ce que j'aille faire au bled? Et sa famille dit oui mais t'as que l'Algérie à la bouche. Et là on te dit qu'on va te emmener et là t'as pas envie. C'est ce que vous êtes, que des grandes gueules. Et pendant le film on montre, quand il y a l'hymne algérien, il se lève, il fait il balbutie, il connaît même pas l'hymne par cœur en plus, c'est l'hymne Qassaman. Et à la fin, il dit juste les 3 dernières paroles. Fais shadow, fais shadow, fais shadow. Genre, comme abreuve nos sillons. Voilà, il connaît que les dernières paroles. Et son pote algérien, pendant la Marseillaise, il se lève. Et il lui dit mais lève-toi, respecte. Il fait non, moi je m'en bats les couilles de la France, nique la France. Et il dit à son pote algérien pourquoi tu te lèves pour l'hymne français? Il fait c'est question de respect. Puis en plus, on a grandi ici, on est là, arrête, ça se fait pas. Même si, bon, un petit clin d'œil à nos origines, bon, pour rigoler, mais sans plus. Il fait moi je suis pas comme toi. Donc ce film-là, il montre bien un peu la schizophrénie. La schizophrénie. Parce que ça, c'est vrai, je trouve, cette question, elle est très importante, puisqu'on parlait des influences politiques et des conséquences. Excuse-moi, juste, je vais continuer un dernier mot là-dessus. Il y a déjà eu des France-Maroc au Maroc, pas de sifflet. Ouais. En 2007, la dernière fois qu'il y a eu France-Maroc, parce que les Marocains, pour pas être en reste, la Marseillaise avait été sifflée, et à la toute fin, ils envoyaient un peu le stade. Hein. Bon, ça s'est vite été circonscrit, mais ça n'a pas été comme France-Algérie. France-Tunisie, pareil, je crois, je sais plus c'était en quelle année. Marseille sifflé, non mais là par contre là, faut dire ce qu'il y a, ils l'ont cherché. Ils mettent qui? Ils mettent l'âme, L'âme, tout à fait. chanteuse d'origine tunisienne, une capuche et une casquette pour chanter a cappella la Marseillaise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais n'importe quoi. Normalement c'est les fanfares qui doivent chanter les hymnes. Oui, c'est pas l'âme ça. qui avait chanté la Marseillaise, tout à fait, je m'en Voilà. souviens très bien. Et Elle s'était fait huer. Bernard Laporte à l'époque avait dit bon, je pense, il a parlé avec son cœur, le pauvre, il a dit on va prendre des plus de mesures. plus de match avec l'épée du Maghreb. Oui, c'est vrai. Oui. Il dit mais parce que d'un côté, faut comprendre un peu certaines personnes, ils disent non, on en a marre, pourquoi ils sifflent tout le temps la Marseillaise comme ça? Enfin, c'est bon quoi. Oui, merde. Bernard Laporte, il avait réagi. Et puis Bah, on le comprend parce qu'au rugby, il n'y a pas ça. Hein. Ouais, au rugby. D'un côté, au rugby, je comprends que des gens apprécient le rugby, mais moi, j'apprécie de plus en plus le rugby. Il y a plus de respect, de patriotisme, un patriotisme sain. Quand tu regardes les matchs de rugby, il y a... Puis tu vois des gros mecs baraqués, il y a des bagarres au rugby aussi parfois, mais tu vois des gros mecs baraqués balèzes, qui font 1m95, 120 kg, l'arbitre, il leur parle comme du poisson pourri, parce qu'ils n'ont pas respecté la règle. Tu verras jamais un joueur de rugby tabasser l'arbitre. Alors par contre, dans le foot, nombre d'arbitres agressés, ça... Ouais. C'est surprenant, des fois tu vois un arbitre, il est tout petit, tout trapu, tout menu, vraiment costaud comme une biscotte, il peut parler comme il veut, un joueur qui peut faire 3 têtes de plus que lui, t'as le rugbyman, il est comme ça, il fait oui monsieur, oui voilà, bon d'accord. Mais non mais c'est surprenant quoi, tu vois, il y a le respect, Oui, parce vraiment. que dans le foot, c'est vrai qu'on voit souvent les joueurs contester les décisions. Tout le temps. C'est fatigant. Tout le presque. temps. C'est fatigant. Tout le temps tu les vois, ils sautent, ils font des plongeons de 10 mètres pour une faute, ils font à peine ça, ils sont là. Voilà. Moi, quand je joue au foot, c'était ça. Dans les matchs, parce que c'était en amateur, moi j'étais en club de quartier, combien de fois j'ai fait des matchs en banlieue, même ou autre, c'est pas... Et tout le temps des bagarres, des agressions, ça m'arrivait des fois de prendre des piles quand... Des fois on a joué contre des équipes de banlieue, que maghrébins noirs en face, nous dans notre club on était, bon, maghrébins et noirs en majorité, mais il y avait un peu de blanc. Et nous traitaient de babtou, ils disaient ouais vous jouez avec des babtous, ouais c'est des sales, je te passe les noms d'oiseaux. Ouais, pourquoi vous jouez avec des babtous et tout, ouais, bande de cons, enfin voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Et tous les gens de leur cité venaient assister au match, et ça nous arrivait, ça m'arrivait de gagner contre un club là-bas, et bah on pouvait avoir des problèmes, et il y a déjà eu des bagarres générales. Ce qui fait qu'à la fin ça m'avait dégoûté de ce qui était devenu le foot. Je continuais à jouer au foot comme ça avec des amis comme ça, mais j'avais arrêté d'en faire en club. Je suis allé faire d'autres sports après. Parce que ça aussi c'est vrai, donc puisqu'on parlait que le sport était l'expression géopolitique, mais c'est aussi l'expression de la violence au bout d'un... C'est en fait la société, le hooliganisme, qui est né en Angleterre, faut le rappeler, c'est pas les Maghrébins et les Noirs qui ont inventé le hooliganisme. Bon voilà, il y a un très bon film qui s'appelle Hooligan avec Elijah Wood, c'est celui qui le héros du Seigneur des Anneaux, qui a joué Frodon. Et ben, il a joué dans ce film Hooligans, vous pouvez le voir, c'est magnifique. C'est un film qui raconte très bien un peu ce phénomène, où lui c'est un journaliste américain, il vient voir sa sœur mariée en Angleterre, et le beau-frère de sa sœur
son beau-frère et le beau-frère de sa sœur sont des fans de foot et il va découvrir un peu ce monde-là qui lui était totalement inconnu. Je vous conseille ce film si vous avez l'occasion de le voir au Hooligan. Parce que là, justement, c'est vrai que ça aussi, c'est un problème assez récurrent socialement. On nous en parle souvent. Dans les matchs amateurs, il y a tout le temps des bagarres, des agressions d'arbitres. Voilà, exactement. Des arbitres qui se font tabasser, tout à fait. Là, moi, j'ai vu plein de fois d'arbitres se faire taper. Et les insultes, ça c'est à chaque fois, ça de toute façon. Mais nous, voilà, quand on joue à l'extérieur, voilà, c'est tout le temps. Par exemple, il y a eu récemment, quand il y a eu Égypte-Algérie, lors de la Coupe du Monde 2010, les Égyptiens, les Égyptiens ont été violents avec les Algériens. Ils ont accueilli à coups de briques dans les bus, des pierres. Ils faisaient exprès d'aller. Ils se passaient l'adresse de l'hôtel où était logée l'équipe d'Algérie pour klaxonner toute la nuit, les empêcher de dormir pour pas qu'ils soient en forme le lendemain matin. C'est pour dire jusqu'où ça va, quoi. Là, la justice, vraiment, l'Algérie, c'était justice divine, vraiment. L'Algérie, c'est elle qui. Après, ils ont fait la belle au Soudan. Mais c'est pour te montrer jusqu'où c'est allé, hein. Parce que l'Algérie a pas aimé, elle a frété exprès des avions militaires pour transporter. Ils ont ramassé plein de voyous dans la banlieue algéroise pour les ramener pour faire les supporters au Soudan. Il aurait pu, si l'Algérie et le Soudan si l'Algérie et l'Égypte avaient une frontière commune, ça aurait pu partir en guerre, hein, limite. Hein. Donc l'Algérie l'a emporté après. Mais là, pour le coup, c'est l'Égypte qui est à pointer du doigt, là. Hein. Ouais. Mais ça veut dire que ça va loin, quand même. Récemment, encore là, en pleine... après la chute de Moubarak, tout ça, et quand c'était Morsi le président, il y avait un match entre deux clubs égyptiens, les locaux et les visiteurs, je sais plus c'était lesquels, bon, je sais pas si vous connaissez un peu le sport. Les locaux, c'est ceux qui jouent à domicile, et les visiteurs, c'est ceux qui viennent de l'extérieur. Ouais. Il y a eu... C'est parti en bagarre dans le stade, il y a eu des milliers de morts. Je sais pas si vous vous souvenez de cet événement, on en parlait à la télé, et même dans les journaux. Le club qui est venu jouer à l'extérieur a vu ses supporters se faire massacrer et même eux, il y a eu des blessés parmi les joueurs. C'est de la folie. Pour du foot, quoi. Vous n'avez pas d'autres problèmes en plus, ces gens-là. À ce moment-là, il y a leur pays qui est trouble. Ils ne savaient pas si leur pays allait basculer dans un coin ou un autre. Non, vous n'avez pas d'autres problèmes. Vous n'avez pas d'autres chats fouettés, non. Même des faire des morts juste dans le foot. Ici, dans nos confrontations, on sait Paris-Marseille, ce sont des matchs sous haute tension. J'ai vu que... Confrontation créée de toutes pièces, il faut le rappeler. Tu fais bien de me parler de PSG-OM, ça a été créé toute pièce. Parce que le championnat français, en gros, le championnat français, c'est toujours Paris la province. Oui. C'est du chambrage, bon, ça reste gentil, c'est pas voilà, mais ce qu'on appelle le classico. À Madrid, en Espagne, il y a Barça. Madrid, oui. En Italie, il y avait Milan AC, Juventus. Ou Milan AC Inter, parce que c'était le derby qui était un peu chaud. Mais le championnat français, en Allemagne, il y avait un peu Bayern, Munich, Borussia Dortmund. Mais ou alors en Angleterre, par exemple, à Chelsea, le club un peu riche, contre Arsenal, le club populaire, ou contre Liverpool, un peu plus populaire. Mais le championnat français, c'était le seul club qui n'avait pas de classique comme ça un peu chaud. Alors en loose day, Michel Denisot pour Canal+ et le PSG, et Bernard Tapie pour Marseille, ils ont fait exprès de monter la sauce, ils ont encouragé leurs entraîneurs, au tournant des années 80, début années 90, à multiplier les déclarations provocantes et fracassantes les uns envers les autres. Et beaucoup d'anciens joueurs de cette époque ont témoigné, ont dit mais ça nous a bousillé l'atmosphère dans ces périodes-là. Il y a un ancien joueur du PSG qui s'appelle Daniel Bravo. Ouais, qui est connu. Il a raconté une fois, il est consultant maintenant, il a dit moi j'ai toujours refusé de participer à ce cirque. Il m'a dit, mais je voyais en face, putain, on voyait les Marseillais en face, ils disaient, les dents, ils disaient, putain, on est prêt, combien de tibias on va casser aujourd'hui? Et il m'a dit, pareil, je voyais certains coéquipiers à moi, parisiens, ils disaient, combien de gueules Marseillaises on va péter ce soir, quoi. Oui, parce que maintenant, ça devenait, ce sont des matchs de tension, il y a des armées de CRS. Moins, mais récemment, t'as un ancien joueur de Marseille, Valbuena, qui a joué en Russie, qui est revenu à Lyon, il a joué contre Marseille récemment, on pendait un mannequin à son effigie. Juste parce qu'il est retourné à Lyon. Pourquoi il appartient à Marseille, il a un code barre dans sa nuque avec Marseille écrit dessus ou... Oui, c'était arrivé, souviens du cas du Jean-Pierre Papin, qui était marseillais, puis il était parti en Milan, Italie, c'est autre chose. Mais je veux dire, mais quand il était revenu à Marseille, il s'était fait... Parce qu'il est à Bordeaux. Mais imagine, il serait allé au PSG à l'époque. Je crois qu'il aurait un billet sur sa tête. Hein, donc toi, tu dis, voilà. Non, faut que le sport reste à sa place, quoi. Faut pas... Non, ils l'ont dit, le classico MPSG, l'antagonisme a été artificiel et créé de toutes pièces. D'accord. Ouais. Donc je dis ça tout, s'il y a eu des gogos, des gens qui ont le foot dans leur vie... c'est une religion dans le sud, le foot. Hein. Non, mais dans beaucoup de pays... Soyons clairs. Maghreb, c'est ça. Dès qu'il y a du foot, c'est une religion. Dès qu'il y a du foot, pour certains, le Maghreb, soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, là, j'en ai parlé de l'Égypte. Et là, le Qatar, parce qu'on parlait de le Qatar. Maintenant, tout le monde entend parler du Qatar. Il y a 20 ans, personne ne savait ce que c'était que le Qatar. Hein. Ouais. Avec Al Jazeera, ils ont accédé à une visibilité. Et comme le Qatar, c'est un petit pays, il y a l'Iran, l'Arabie Saoudite, et qu'il est un peu enclavé entre les deux, donc quel moyen est là d'exister? Quel soft power
Quelle carte il a joué? Le sport. À partir des années 2000, le Qatar a commencé à accueillir plein de joueurs dans son championnat, des anciennes stars. Il y a plein de joueurs européens ou sud-américains. Une fois qu'ils arrêtaient en Europe dans les clubs prestigieux, ils allaient finir leur jour au Qatar, être payés confortablement et grassement. Ce phénomène a pris de l'ampleur dans les années 2000. Il y a beaucoup de joueurs maghrébins qui l'ont appris à leurs dépens ou de joueurs noirs. Quand ils sont allés au Qatar, parce que le racisme continue là-bas, les Qataris font pas ça à des joueurs blancs. Parce qu'ils savent que ils vont pas faire ça en anglais ou parce qu'il va taper du poing sur la table. Mais quand c'est des maghrébins un peu, ils les traitent un peu comme de la merde. Par exemple, s'ils décident de leur... Parce que le droit là-bas, il n'y a pas de droit. Hein. Voilà, ils leur paient plus leur salaire. Et beaucoup de joueurs ont voulu quitter le pays, mais mais ils leur disent, vous quitterez vos pays si vous renoncez à votre salaire. Il y a un ancien joueur marocain qui s'appelait Abdesalam Ouadou, ou un ancien joueur aussi d'origine algérienne, j'ai oublié son nom, mais ils ont été quasiment séquestrés, ils n'ont pas pu quitter le Qatar. Ils y sont... Younes... j'ai oublié son nom, mais j'en parle dans mon livre d'ailleurs, j'ai oublié Younes... attends, je crois que je vais le retrouver. Excusez-moi. Les Qataris, oui. Et en plus... voilà, Zahir Bellounis. Donc Abdesalam Ouadou, c'est un joueur d'origine marocaine, et Zahir Bellounis, lui, parce qu'il est un peu moins connu, il est passé plus longtemps, il est resté plus longtemps au Qatar, il est d'origine algérienne. Parce qu'Abdesalam Ouadou, le marocain, il avait un peu plus de notoriété, ça fait un peu plus de tapage, il y avait plus de mobilisation autour de lui, il a pu quitter le Qatar plus rapidement, mais Zahir Bellounis, il a pu retourner en France, le pauvre Dieu merci, mais il a été séquestré et traité comme de la merde, parce que beaucoup de Maghrébins se disaient oui, là-bas je joue au foot, bien gagner ma vie, et je serais dans un pays musulman moderne, c'est l'islam, t'as vu, et tout, non, j'exagère, mais bon, voilà, s'ils décident de plus les payer, des fois le chèque, disent, ouais, les présidents de club disent oui, mais le chèque te trouve pas bon, ils en ont marre de toi, t'es pas rentable, dégage. Et ouais, mais des fois, ouais, mais vous m'avez pas payé mon salaire depuis je sais pas combien de temps. Non, on n'a plus envie. C'est ce qui explique, Abdesalam Ouadou, il a expliqué ça, ce genre d'origine marocaine. Ça n'a rien à voir avec le sport, mais beaucoup d'entrepreneurs français, là, parce que c'est un autre domaine. Oui, il y a des gens qui ont été, même des Français blancs, se sont fait séquestrer. Oui. Mais je veux dire, dans le sport, si le joueur était trop médiatique, par exemple d'anciens joueurs comme Stefan Effenberg, c'est un joueur allemand du Bayern, je pense pas qu'ils auraient pu se permettre ça avec lui, ou quelqu'un comme Juninho, le joueur brésilien qui était à Lyon, il est parti au Qatar aussi, ils ont pas fait ça avec lui. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait ça. Mais les joueurs maghrébins ou noirs, quand ils sont allés là-bas, ils ont compris leur douleur. Hein. Et en plus, le Qatar, depuis, alors c'est et massivement maintenant dans le sport. Ils achètent tous les clubs. Voilà. Hein, leur perle, c'est quand même le PSG, qui est passé sous... Qatar Saint-Germain. QSG, on devrait l'appeler. Voilà. Hein, donc, c'est quand même très emblématique. C'est pas un pays qui a une grande tradition de sport. Ils ont eu la Coupe du Monde. Faut pas déconner, quoi. Parce que Michel Platini, pour justifier, bon, ça peut se comprendre, il dit... L'Europe a organisé plein de Coupes du Monde. L'Amérique, plein de Coupes du Monde. L'Asie l'a eu maintenant parce que, pour connaître une chose, on va dire entre guillemets bien à la FIFA avec Sepp Blatter, ils ont dit maintenant on va tourner, chaque continent fera à chaque fois. Il dit pourquoi? L'Afrique l'a eu, l'Afrique du Sud, mais l'Asie, le Moyen-Orient, en gros, il n'y a jamais de pays musulman qui a organisé la Coupe du Monde. Le Maroc a essayé plusieurs fois de l'avoir, il ne l'a jamais obtenu. Notamment l'Afrique du Sud, il a fini deuxième lors de l'attribution pour la Coupe du Monde 2010. Ouais, tout à fait, pour l'Afrique. Là, le Qatar a fait un lobbying, mais aussi délicat qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, je te le dis tout de suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous regardez ces images, vous les trouvez sur YouTube. Déjà, c'est du jamais vu. Normalement, les Coupes du Monde ont donné 6 ans à l'avance, je crois, le nom de l'organisateur. Par exemple, pour l'Afrique du Sud, elle a su qu'elle l'organisait en 2004. Le temps de se préparer. Là, on est en 2010. Bon, ils ont donné en même temps et Sud 2018 et 2022. C'est vraiment pour faire non, vite là, on veut être dans les starting blocks quoi, pour le Qatar en fait. Et je sais pas si vous vous souvenez, vous regardez les images, quand Sepp Blatter donne le nom, il dit bon 2018 Russia, ok, il fait FIFA World Cup 2022 Qatar. Silence, stupeur dans la salle. Il y a que le cheikh là, je sais plus comment il s'appelle, Khalifa Bentani là, avec sa femme qui applaudissent ouais et tout. Mais toute la salle comme ça se dit mais n'importe quoi. Personne ne croyait que le Qatar lui dit oui bon, on voit que le Qatar fait un lobbying, mais personne n'aurait cru que le Qatar l'obtiendrait. Et quand il va, il touche la Coupe du Monde là, comme ça, comme un totem, comme une idole et tout, voilà. Et il fait ça genre, hey, faites du bruit là, applaudissez, big up. Parce qu'il voit, il voit bien, il montre à son équipe aux Qataris de, allez applaudissez plus fort, parce qu'il va bien que toute la salle est frappée de stupeur. Parce que quand la Russie l'a eu, en général, quand un pays obtient la Coupe du Monde, les autres par fair play, voilà, par courtoisie, ils applaudissent, disent bon bah bravo, vous l'avez obtenu, voilà, on vous souhaite le meilleur. Mais le Qatar, ça laissait tout le monde un peu... Et je me rappelle de Platini quand il était venu chez Ruquier dans l'émission On n'est pas couché. À la grande époque encore, il y avait Zemmour et Nolo. Ils m'ont posé la question.
Et Platini a dit oui, mais pourquoi un pays musulman ne pourrait pas organiser la Coupe du Monde? Et très justement, Nolo et Zemmour leur ont répondu, il y a plein de pays musulmans qui ont une grande tradition de foot, de sport, mais pas. Elle dit, par exemple, pourquoi ne pas l'organiser conjointement, je sais pas, entre l'Égypte ou par exemple entre le Maroc, la Tunisie par exemple, ou même l'Algérie, si jamais ils arrivent à s'entendre. Elle dit, ils pourront organiser ces pays-là. Mais le Qatar, en plus, on sait que une chaleur épouvantable. La problématique de ça, ils veulent décaler tous les championnats, tous les calendriers. Et petit bémol, bon, moi je suis pas quelqu'un qui va fouiller la vie privée des gens ou quoi. J'ai envie d'aborder la question de l'alcool. Tu vas comprendre pourquoi. La consommation d'alcool est prohibée dans l'islam, on est d'accord. Si des gens boivent, après c'est leur problème, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais lorsqu'il y aura la Coupe du Monde au Qatar ou dans un pays musulman, pour le coup c'est le Qatar, ça va durer un mois. Est-ce que vous pensez vraiment que le Qatar va empêcher les supporters de consommer de l'alcool comme ça massivement au vu au su de tous? Parce que dans les pays du Golfe ils consomment de l'alcool tous en loose day, faut pas vous inquiéter. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, les oulémas, blablabla, qui sont tous larbins vers leur état et tout? Je pose la question, hein. J'y apporte une réponse, mais est-ce qu'on va empêcher des supporters pendant un mois de consommer de l'alcool? Parce que souvent les matchs de foot ça va avec la bière. Hein. Ouais. Pour certains. Les supporters anglais, on va leur dire. Je crois que les Anglais, les Hollandais, les Allemands, tu vas leur dire no beer pendant un mois? Bonne chance. Non mais. C'est vrai, une fois j'en ai discuté avec des amis, ils m'ont dit bah ouais, t'es vrai, t'as raison. Ils vont, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah je sais pas. Parce que est-ce qu'il faudrait qu'ils se plient aux mœurs locales? C'est une question qui mérite d'être posée. En plus, c'est pareil, ils vont leur fondre des stades et tout. Climatiser, je sais pas quoi. Climatiser, voilà. Ça va être une. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. Alors, moi je le dis, je suis contre. Parce qu'en plus, le sort des travailleurs immigrés là-bas, c'est abominable, c'est abject, vraiment. Quand on regarde le cas de la France, bon, la France c'est pas un pays parfait, hein, j'ai pas dit le contraire. Moi, quand tu vois la situation des immigrés ou sur les sans-papiers, quand tu vois comment on traite le droit du travail, protège tout le monde en France, et quand tu vois le sort dans les pays du Golfe, moi la France c'est un pays de cocagne à côté. Ça c'est bien de pouvoir être honnête là-dessus, sur ce plan. Ben justement, ça me permet de faire une transition avec une question, c'est que justement, les pays, et ça c'est quelque chose qu'on remarque maintenant depuis, justement, on a parlé de cette hyper-capitalisation, que ce soit pour la Coupe du Monde, mais aussi pour les Jeux Olympiques. Justement, ça va faire le lien entre les deux, c'est que les pays organisateurs, depuis un certain nombre d'années, on remarque qu'ils font une opération ultra déficitaire après avoir organisé ces événements. Depuis le début des années 2000, quasiment, très peu ont réussi à rentabiliser. Exactement. Qu'on voit, on va parler de la Grèce. La Grèce. Par exemple. Il n'y a pas que ça, hein, mais quand la crise a vraiment éclaté en 2010 en Grèce, mais il y en a qui disent que quelque chose qui a vraiment lourdement aggravé à partir du milieu des années 2000 le déficit de la Grèce, c'est les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Je me rappelais que moi, dans les émissions comme C'est dans l'air, tout ça, ils disaient mais est-ce que la Grèce sera prête? Je sais pas si tu te souviens des images, même lors des inaugurations, le métro d'Athènes avait été fait à ce moment-là. Il y en a qui disaient, il y avait des témoignages de sportifs qui sont allés là-bas, ils disaient, sur les rampes d'escalier, on avait des scotch qui n'avaient pas été enlevés, des trucs vraiment, ils ont fini à l'arrache, quoi. Tu sens qu'ils avaient fait travailler des gens de nuit, vraiment la totale. Le Brésil, là, c'était. Avant, ils avaient manifesté. L'Afrique du Sud, c'est une catastrophe. Catastrophe, ils ont perdu l'Afrique fou, il paraît, l'Afrique du Sud, avec cette affaire. Juste pour le pays n'est pas allé très loin dans la compétition. Parce que souvent, il y en a, ils pensent que comme par magie, si t'es le pays organisateur, oui, t'as ton public de ton côté. Mais ça veut pas dire que tu Brésil, on avait vu des manifestations contre. On n'avait jamais vu ça. Là, vraiment, le côté schizophrène des gens. Parce que tous les Brésiliens étaient à fond derrière, ouais, c'est pas grave, le foot d'abord, notre pays d'abord. Et les mêmes, quand tu les vois perdre contre l'Allemagne 7-1, tu les vois à la télé, ils disaient, c'est un scandale, ils sont trop payés, faut les foutre en prison. Attends, c'est pas parce qu'ils perdent un match de foot, même 7-1, que tu vas pas les foutre en taule, tu vas pas les condamner à mort non plus. Je sais pas si vous vous souvenez de ça aussi, c'était lors de la Coupe d'Afrique 2000, la Côte d'Ivoire s'était fait rétamer dès le début, en rentrant dans leur pays, ils étaient accueillis par l'armée. Ils les ont envoyés en stage. En stage. Allez, les mecs en goulag. T'avais leur mec, désolé, j'imite l'accent africain, il fait là, vous avez déshonoré la patrie, vous allez apprendre à travailler, il fait comme ça, et t'as les joueurs ivoiriens, c'était là. Non mais c'était hallucinant. Parce que j'ai un ami d'origine ivoirienne, quand on regarde ça, on a dit mais c'est... Lors de la Coupe du Monde 2010, les joueurs nord-coréens. Oui. Ils ont pris une sacrée parce qu'ils ils sont partis en camp de rééducation. Tous en camp de rééducation au goulag. Ouais non mais limite quoi, voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même ça, donc ces conséquences de cette hyper-capitalisation, on voit que c'est un gouffre pour les pays, ça rapporte pas. Ça. Je voulais juste revenir sur ce que tout à l'heure tu disais sur les joueurs arrogants, un peu mal élevés.
Parce que comme il y en a beaucoup, comme souvent il y en a, ils viennent de banlieue, il y en a, leur espoir c'est ça, jouer au foot pour gagner de l'argent. Ouais. Pour gagner du bœuf, t'en veux, voilà, c'est tout, avec les casques tout le temps, faire du rap, toujours le côté voilà, mal élevé. Il y a Daniel Riolo qui a écrit un livre que je trouve un peu bien, le titre est bien trouvé là-dessus, Racaille Football Club, il a appelé c'est le titre de son livre. Ouais. Il y a beaucoup de gens, même dans les gens des centres de formation, des fois il y a des conflits ethniques. Hein. Les blancs ils disent des fois, ouais, c'est en fait pas que des blancs, mais même ça peut être des maghrébins ou des noirs qui ont grandi un peu en province, dans des coins plus calmes, ils disent quand on se retrouve dans des centres de formation avec des mecs de banlieue, ils apportent un peu leur côté agressif, violent, et t'es obligé de montrer les dents toi aussi pour te faire respecter. Et des fois tu vois, j'ai vu un reportage, une fois c'était sur Clairefontaine, tu vois des gosses de 14-15 ans, ils étaient issus de familles voilà, un peu défavorisées, et d'un coup ils passent à, dès 15-16 ans, ils touchent des primes de 800, 1000, 2000 euros, des stages là, ça fait tourner la tête. Hein. Le mec, il est adolescent, il gagne plus que son père. Ouais. Tu m'étonnes que ça fasse pas un peu péter un boulon. Et tu le vois par contre, c'est ça qui est triste, tu les vois dans leur chambre, il y a plein de crampons alignés, ils collectionnent tous les Air Max de la Terre, les TN, les je sais pas quoi, je sais pas si vous vous souvenez de ces marques de basket hein, qui faisaient fureur, hein, mais qui font toujours fureur d'ailleurs. Et voilà, par exemple, et beaucoup, voilà, ils ont des mœurs un peu, voilà, ils sont souvent entre eux seulement, pas de filles. Pornographie, ça y va là-bas. Hein. Les sites, voilà, il y a beaucoup de scandales un peu qui D'où les scandales de prostituées aussi qui sont éclatés. Là encore récemment, Valbuena, il est pris dans une affaire de sextape avec Djibril Cissé, je crois aussi Karim Benzema. Ah, c'est pas joli tout ça. Hein. Voilà, bon, c'est pas la présomption d'innocence, hein, mais le fait est, voilà, l'affaire Zaya avec Ribéry et plein de joueurs qui étaient autour. Même, il leur amenait tout le temps des femmes là-bas, même au moment pour l'OM, Bernard Tapie, il fournissait toujours des filles aux joueurs hein, lors des grandes compétitions pour qu'ils se défoulent un peu. Quoi. Au JO, pareil, dans les villages olympiques. Le sexe, maintenant, les athlètes entre eux, on voit ça au nombre de préservatifs qui sont commandés, qui sont achetés là-bas et qui sont fournis là-bas. Voilà, c'est... bon, voilà, c'est... C'est des indicateurs, quand même. Voilà, oui. Alors, on me demande, c'est vrai, alors, parce qu'il faut quand même répondre à quelques questions des métanautes, on me dit, c'est vrai, à quel moment il y a eu cette professionnalisation? C'est au moment où il y a eu pas d'argent? Non, ça dépend des sports. Ça dépend des sports. Non, le foot, c'est professionnalisé, pardon, c'est pas dans les années 80, je peux pas dire la date exacte, mais ça venait d'avant. Mais l'argent qui vient massivement à partir des années 80, là... Puis en années 90, ça explose véritablement. Oui, là, parce qu'il y a encore des sports épargnés par cette capitalisation, il y en a quelques-uns. Le rugby, encore, on pensait que voilà, c'est un peu familial. Le rugby aussi, il y a beaucoup d'argent, mais pas comme le foot, hein, faut pas exagérer. Mais je vois pas de sport. Fatalement, j'ai l'impression, malheureusement pas la force des choses. Dès qu'un sport devient très populaire, très médiatisé, les sponsors arrivent. Inévitablement. Voilà. C'est ça, ouais. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait échapper. Est-ce qu'on montre des fois aussi des choses en épingle comme ça, des sports justement, est-ce que c'est voulu cette popularité d'un sport ou est-ce que... Bah non, si un sport devient populaire, l'argent va venir derrière. Les gens, les autres en haut lieu vont s'y intéresser. Je pense au foot notamment, tu sais, les agents de joueurs qui des fois font promettre monts et merveilles à certains joueurs parce que les agents ils touchent des commissions toujours. Notamment en Afrique, ils allaient racketter, c'est esclave, toujours l'Afrique. On va prendre des petits noirs parce qu'ils jouent bien, voilà. Il y a notamment le film le Ballon d'Or, je crois que ça s'appelle, sur un enfant. Il y a Agnès Soral qui joue dedans. C'est vraiment un très beau film, je vous le conseille. Où on voit un enfant lui promet monts et merveilles et on le fait venir en France pour jouer à Saint-Etienne. Notamment, vous connaissez, je pense, le joueur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, bien sûr. Il s'est fait arnaquer par un agent et il est venu en France à 14 ans, il était sans papier au début. Hein. D'accord. C'est un clandestin, Samuel Eto'o. Bon, il a eu la carrière qu'il a eu après, tant mieux pour lui. Mais il en a bavé au début, hein, Samuel Eto'o. Un joueur d'origine camerounaise. Alors, c'est vrai, on me dit, les femmes dans tout ça, parce que c'est vrai que le sport féminin, on a une tendance à vouloir le mettre en avant. Bah, c'est de plus en plus médiatisé, oui. Ouais. C'est quoi, c'est une volonté tout comme le handisport, j'en ai parlé dans mon livre, extension du domaine du spectacle. C'est l'expression que j'ai écrite dans mon livre. C'est-à-dire qu'il faut que le spectacle s'étende, faut que l'argent s'étende. Dans les secteurs qui sont encore touchés, bah, le sport féminin, il rattrape petit à petit, mais c'est encore loin d'être le cas. Le handisport. Le handisport aussi, oui, parce qu'on a vu beaucoup de... Il ne s'agit pas d'être contre le fait que des handicapés fassent du sport, c'est pas ça, mais... Il y a un côté un peu malsain, moi, je trouve, dans ce côté, voilà, de leur dire, ouais, un handicapé, le pauvre, aussi performant qu'il soit et tout, bah... Bon, encore une fois, tant mieux, je veux pas que mes propos soient mal interprétés, mais il y a un côté obscène derrière tous les sponsors. Vraiment, ils se font de l'argent sur le dos de ces...
Ces pauvres gens. Alors s'ils peuvent en vivre, ok, tant mieux. Mais voilà, moi, je suis vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Voilà, ça va pas lui rendre sa jambe au gars, hein, ou son bras, ou. Bon, on se rappelle de Pistorius, c'est ça le pauvre, ouais, le pauvre qui a mal fini. Ouais. Alors, il passe comme ça de la gloire, comme ça. Bref, c'est à la déchéance. Alors moi, il y a une question, hein, parce que un peu conspi. On me dit quelle remarque pouvez-vous nous faire sur la symbolique lors des grandes messes du sport international? Parce que il est vrai. Alors moi, je dis ça parce que tu vois, je me place. Tu me connais, conspirationniste jusqu'au bout des ongles. Je regarde la cérémonie d'ouverture au JO de Londres, qu'on appelle le Pandémonium, alors que j'ai appris que le Pandémonium, c'était la ville des enfers dans la mythologie grecque. Non mais je te le dis, hein, donc le Pandémonium, ça s'appelle comme ça, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ça s'appelle toujours le Pandémonium, et c'est la capitale des enfers dans la cérémonie grecque. Or, je sais pas si tu as vu cette cérémonie, mais pour les Jeux de Londres en 2012, j'avais pas vu. Ah bon, alors si tu l'as pas vu, tu pourras peut-être pas comprendre ce qu'elle veut dire, avec lequel je suis en accord, mais on y voit des symboliques absolument incroyables partout. Alors après, bon, je sais... Bon, ça m'étonne pas. Hein. On nous accuse de voir des pyramides partout, alors là, pour le coup, il y en a partout, on voit des espèces de démons qui arrivent, de machins, c'est complètement surréaliste, en fait, cette cérémonie, moi... Il faudrait que je vois, si jamais les images sont disponibles sur Internet. Elles sont disponibles. Je te conseille d'aller voir la cérémonie, donc, des JO le fait déjà de la flamme... non, pardon. Ouais. Non, mais le fait de la flamme olympique, c'est un côté païen. Oui, complètement. Je défère, c'est pas... J'ai pas dit qu'il faut voir des trucs partout ou quoi, c'est... Mais là, ou même, tu sais, par exemple, les joueurs, lors des... Quand il y a des... pour la Coupe du Monde, par exemple, de foot, tu vois les joueurs, ils sont là, comme ça, avec leur coupe, ou l'Euro, ou la Ligue des Champions, ou la Coupe de... Il embrasse le truc et il le lève, enfin... c'est un côté un peu idolâtre. J'ai même pas besoin de voir de symbole ou quoi, je parle le comportement des gens en lui-même, déjà. Tout à fait, tout à fait. Puis tu vois, par exemple, je vais parler encore une fois des pays arabes. Là, même en Afrique, il y a la Ligue des Champions des clubs africains. Il y a un club égyptien qui a gagné cette année. J'avais vu l'édition, je dis mais c'est une catastrophe. Normalement, dans la politesse, normalement c'est comme ça, c'est comme ça. C'est le capitaine de l'équipe qui soulève le trophée en premier. Ouais. Il y a un respect, il y a une hiérarchie. Et il passe après à ses coéquipiers, chacun leur tour pour soulever. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tous non, moi je. Il n'y a plus de respect entre eux. Le capitaine, il voulait soulever le trophée, le pauvre. Ils étaient tous comme ça autour de lui pour le prendre. Voilà, limite, ils l'ont arraché des mains, quoi. Bon, ça peut paraître, c'est quelque chose d'anodin à ce que je dis là, mais moi, c'est dit, bon, bah non, il y a 10-15 ans, il n'y aurait pas eu ça, quoi. 20 ans. On me dit, alors c'est vrai qu'il y a des questions comme ça, est-ce que l'émergence de l'athéisme occidental au début du XXe siècle a-t-il contribué à la pratique populaire du sport dans le monde? Bah si. Parce que tu vois, ça met quand même tout ça en relation. Les gens ont besoin de quelque chose. Ouais. Si la pratique religieuse décline, il faut que ce soit comblé par quelque chose. Est-ce que sport. Justement, quelque part, le Julius sport... René Guénon, Julius Evola, on parle très bien. Ouais. Je suis pas... Je dis pas que c'est... Lisez ces auteurs pour ces questions-là. La place qu'a pris le sport, vraiment, aujourd'hui. Oui, parce que c'est ça. La folie, enfin... Parce que cette idolâtrie dont tu parles, cette folie, est-ce que justement, c'est pas combler ce vide religieux? C'est vraiment ce qu'ils disent. Ça progresse avec le consumérisme, avec... Ça participe d'une certaine occidentalisation du monde, oui, bien sûr. D'accord, bah écoute... Non, parce que ça, c'est des questions, effectivement, qu'on se pose. Tout à fait légitime, oui. On me dit aussi, connaissez-vous l'écart, les nouveaux produits dopants de l'élite sportif dont les cures coûtent 300 000 € et qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour la santé? Les produits que les joueurs prennent, même Zidane, il a dit qu'il avait déjà pris de la créatine, c'est un produit quand il était à la Juventus. Beaucoup de joueurs, même tu vois dans le cyclisme, quand tu vois des années, quand ils ont quoi, 40, 50 ans, ils sont pas très beaux à voir, hein, certains les pauvres. Hein. Parce qu'ils sont voilà. Oui, parce qu'après, ça a des conséquences. Ils travaillent avec leur corps, hein. Mais malheureusement, le corps, on en a qu'un, il faut en prendre soin. Enfin, voilà, quand tu vois le rythme des compétitions, le foot, ils font je sais pas combien de matchs par an. Alors, on a vu des joueurs s'effondrer d'ailleurs. Les années où ils jouent des Coupes du Monde, des Ligues ou des Coupes d'Europe, des Ligues des Champions, des Jeux Olympiques. Là, l'an prochain, il y a les JO. La saison-là, les joueurs de foot, bon, après, ils l'ont choisi. Hein, mais voilà, c'est à leur risque et péril. Mais voilà, les championnats, les Coupes de l'Euro, il y aura les Jeux Olympiques de Rio. Voilà, en plus, le Brésil, alors eux, c'est cool. Ils ont fait la Coupe du Monde en 2014 et les Jeux Olympiques 2 ans après. Vraiment, question difficile. Non, vas-y, continue. C'est un tonneau des Danaïdes. Hein, c'est sans fond, le truc. Hein. Mais... donc oui, pour la santé, il y a beaucoup de joueurs d'athlètes qui, des années après, ils sont pas en très bonne santé, hein, dans le cyclisme notamment, et d'autres. Hein. Il y a beaucoup de... Quel que soit le sport. Hein. Il y a... il y a un effet dévastateur. Hein, après. Alors, on me dit, est-ce que les véritables sports aujourd'hui ne sont-ils pas les sports qui ne rapportent pas d'argent? Exemple, l'aïkido, voilà. Certains sports de combat,
Est-ce que maintenant, oui... Après, ça veut pas dire... Voilà, non, bon, ça m'arrive de jouer au foot avec des copains le dimanche comme ça, sur un terrain comme ça. Je suis pas, on n'est pas payé pour ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas interdire le plaisir de se retrouver entre amis et de vouloir jouer pour ceux qui le veulent. Mais non, voilà, c'est bien de faire du sport à côté. Il n'y a pas que ça dans nos vies non plus. Bon, c'est surtout ça le principal message là, dans cette partie-là qu'on veut faire passer. Hein, c'est ceux qui n'ont que ça dans leur vie. Et souvent, les mecs, là, les fans, les hooligans, eux-mêmes ne font pas de sport là. Parce qu'ils passent juste leur temps comme ça et tout. Parce que beaucoup de gens aussi suivent le sport, mais c'est devant la télé, il faut bien le dire. Oui, c'est tout. C'est pas ceux qui vont en faire. Hein. Parce que finalement, ceux qui pratiquent réellement le sport sont beaucoup plus minoritaires que ceux qui le regardent, qui le consomment, via aujourd'hui, il faut bien le dire, une hyper médiatisation des chaînes spécialisées. Oui, maintenant, il n'y avait pas de chaîne de sport avant, que de sport. Maintenant, il y en a plein. Eurosport, Bein Sport, Qatar, voilà. Canal+. Canal+, il gagne de l'argent grâce à quoi le porno et le sport. Le foot. Ouais. Et les autres sports. Faut dire que Canal+, et beaucoup de cinéma aussi quand même. Mais voilà. Souvent Denisot, il dit c'est moi qui ai créé le produit du championnat de France en le télévisant. Avant le foot. Avant, c'était plus accessible. Tous les matchs de foot étaient accessibles. Il n'y avait pas besoin de payer. Oui. Maintenant, s'ils commencent à rendre tout payant... Maintenant, tout est payant, c'est ça. Parce qu'en plus, ça se négocie à des sommes faramineuses, quand même, il faut bien le dire. Mais je t'ai dit que ce soit... Tout l'argent qui est brassé par le foot, c'est... Oui, parce que moi, je vois les sommes qui sont investies dans le foot pour les matchs, pour les retransmissions de droits des télévisuels. On est dans des sommes indécentes. Aujourd'hui, on frôle le milliard. On parle de milliards. Ah bah bientôt, ce sera. Donc, je pense qu'on va le dépasser. Hein. Non, toujours une méthode, hein, franchement. Voilà. On me dit aussi, avez-vous une idée du nombre de décès au Qatar parmi les ouvriers qui construisent les bâtiments et pensez-vous que cette information est sûre de la part du monde? On sait que les ouvriers sont maltraités, très peu protégés. Ça se sait de plus en plus. Les morts. Ça se sait un peu moins, mais ça se sait aussi. Il y a déjà eu des morts depuis que les chantiers ont commencé au Qatar. On sait que, je connais pas le nombre, mais beaucoup de morts. Voilà, les ONG ont beaucoup. Moi, je le dis clairement, je suis contre que. Moi, je souhaite que le Qatar, on lui retire la Coupe du Monde. Comme ça sera bien fait pour sa gueule. Parce que enfin bref, voilà, je supporte pas les pays du Golfe, leur mentalité. Et, voilà, je sais pas, d'aider d'autres pays musulmans. Par exemple, jamais on verra le Qatar aider. Une fois, il y a une visite, c'était en 2012, une visite de l'émir du Qatar, celui qui était avant, est allé à Gaza. On l'a laissé faire une visite officielle à Gaza. Et l'image vraiment m'a fait sourire. On voyait un vieux Palestinien dans un café, tu sais, parce qu'au café, voilà, à Gaza, il n'y a pas le choix, c'est café ou café. Hein. Ou un peu de thé si jamais il y en a, hein, parce qu'avec le blocus. On voyait un pauvre Palestinien, il avait peut-être 80 ans, ça le visage marqué par la vie, avec son kéfier, avec son narguilé comme ça. Il voyait toute l'agitation dehors. En fait, c'était un reportage d'une chaîne arabe que j'avais regardé et il disait « Qu'est-ce qu'il y a dehors là? C'est quoi tout ça ?» Et le serveur qui nettoie son verre avec sa serviette fait « Bah, t'es pas au courant, il y a l'émir du Qatar. » Et Pazet fait « Il y a l'émir du Qatar? Mais il n'y a pas de club de foot à acheter ici. » Pourquoi il vient? En gros, c'est il s'est souvenu qu'il avait des frères qui souffrent et à qui il peut rendre visite. C'est bien, bon, on progresse. Mais si ça continue, il pourra peut-être nous aider même en envoyant des vivres, des médicaments. Enfin, je sais pas, non? Non, mais tu vois, c'est énorme, d'accord. Voilà, donc voilà, moi je souhaite que parce que le Qatar, malgré tout ce qu'ils font, voilà, ils veulent faire comme les Occidentaux, mais vous n'êtes pas Occidentaux. De toute façon, arrêtez, on veut rester bougnoul. Voilà, même si vous êtes du pognon et tout, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je renvoie à l'image où quand on a appris que ceux qui allaient organiser. Tout le monde, toute la salle à la FIFA était sidérée, sciée. Il y a plein de gens qui sont contre. Hein. Plein de gens se sont exprimés publiquement. Là, on est contre. Hein. C'est scandale sur scandale sur scandale. Il y en a qui ont soutenu parce qu'on les a payés. Mais d'autres qui ont dit non, moi je pense clairement que c'est une aberration. Ouais. Alors, il y a une question qu'on me dit, effectivement. Anis, penses-tu que le sport plein de fric et surmédiatisé sert surtout au système en nous distrayant et en nous faisant perdre notre temps avec des choses futiles et sans intérêt dans notre quotidien? Pendant que l'on se passionne sur le sport, le système construit notre prison sans que l'on s'en rende compte. Oui. Je pense que lui-même savait que c'était mais voilà, mais oui mon cher, c'est exactement ça. C'est très très bien formulé en plus. Ouais. Parce que c'est vrai que ce sport avec cette espèce de nouveau, presque, on va me dire, oh là là, mon Dieu, je fais mon mécran, mais c'est presque des nouveaux prophètes, ces sportifs idolâtrés. Quand tu vois, t'en as, ils sont là. Tu sais, quand on leur donne, quand un sportif jette son maillot après un match de foot, ils sont là,
voilà, on battre. se bat même pour l'avoir. En fait, t'avais Ronaldinho qui jouait dans un club brésilien, il y avait un Coupe du Monde des clubs, ils ont joué contre un club marocain au Maroc. Ouais. À la fin du match, t'as tous les Marocains qui étaient autour de lui, ils disaient donne-nous tes crampons, donne-nous tes crampons. L'image a fait le tour sur net, c'était lamentable. Et t'as Ronaldinho, bon, il enlève ses crampons comme ça, et t'as un Marocain qui lui arrache des mains, et un autre joueur marocain qui lui arrache, et ils partent en courant, et ils se battaient entre eux pour avoir les crampons de Ronaldinho. Mais dites-moi, ils sont pas censés être musulmans ces joueurs-là? Bon, ok, je vais peut-être fait une erreur. Mais vraiment, ça touche tout le monde. Hein. Non, parce que c'est ça, c'est une espèce d'idolâtrie, ces nouveaux chevaliers. T'en as, on les voit, ils envahissent le terrain, ils vont juste, et t'as les stadiers veulent les empêcher d'aller, mais ils vont voir Ronaldo, Cristiano Ronaldo ou Messi, ils leur sortent dans les bras, ils pleurent, ou Zlatan Ibrahimovic, leur je rêvais de te voir, oh, je t'ai touché. Tu vois, non mais c'est des guérisseurs, il va te rendre la vue, il va te... C'est vrai que c'est complètement incroyable, quoi. Voilà, on me dit, que pensez-vous de l'importance prépondérante que prennent les fonds d'investissement dans les clubs de foot professionnels, comme Doyen Sport à Marseille, par exemple? J'ai pas compris la question. De plus en plus de fonds d'investissement, ça fait partie de ce que tu disais, l'espèce de soft power que de plus en plus on comprend, parce que c'est vrai que même une entreprise, par exemple, qui sponsorise un événement, c'est important. Mais par exemple, pour l'Allemagne, beaucoup de groupes, de grands groupes, par exemple, quand ils rachètent un stade ou quoi, ils donnent leur nom au stade. Ce qu'on a vu en Allemagne, Emirates, non mais ou Arsenal, où il y a beaucoup, les clubs allemands, leur stade, ils avaient le nom. Par exemple, le stade de Munich, c'était le stade olympique de Munich, et maintenant c'est devenu le Allianz Arena Stadium. Allianz, c'est le groupe d'assurance là. Le groupe d'assurance, voilà. Et ça, c'est une grande, parce que ça se fait en France maintenant. J'ai vu aussi, on vend les noms, parce que aussi. Là, le Qatar veut. Encore c'est avec des pincettes, mais le Qatar veut racheter le Parc des Princes. Oui, carrément. Oui, j'ai vu. Ouais, il veut racheter le Parc des Princes. Ils vont peut-être l'appeler, je sais pas. Qatar Emirates Stadium. Ils ont déjà comme en Angleterre. Ouais, donc ça veut dire que parce que même sur des compétitions, par exemple, je dis ça parce que je pense même à un autre sport, par exemple la voile, où les sponsors sont évidemment très importants. Et c'est par exemple Fleury Michon, une marque d'agroalimentaire qui sponsorise un bateau. Et puis on nous dit Fleury Michon est en tête. Fleury Michon. Dans la voile, oui, Banque Populaire, voilà, dans la route du Rhum. C'est BNP qui a gagné. La route du Rhum ou le Vendée Globe, voilà. C'est faisait pareil. Je sais même pas de quel pays le mec. Je sais que les sponsors. Voilà. Ça devient presque ridicule. Parce que là, carrément, c'est... Mais oui, Société Générale a battu Royal Bank of Scotland. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc là, on est dans le summum de ce qu'on est en train de cette hyper-capitalisation complètement folle, quoi. Petite anecdote rigolote, je sais plus c'était quelle édition du Tour de France, je crois que c'était en 2008, où il y avait lors d'une étape, les joueurs, les habitants d'une des villes ou villages par où passait le Tour de France étaient tellement énervés, on les voyait jeter des seringues vides sur les coureurs cyclistes. C'était excellent. Oui, parce qu'ils ont dit, on a marre, vous foutez de notre gueule, tiens, voilà, nous aussi on va se foutre de votre gueule, quoi. Petite parenthèse, moi, Tour de France, j'aime bien voir les paysages à la télé. C'est surtout pour ça que ça m'arrive des fois de regarder d'un œil le Tour de France, même si je sais d'avance, je dis, allez. Physiquement, humainement, c'est impossible, Tour de France. C'est pas si tu prends pas de produit. Si tu prends pas de produit, tu mets peut-être un an pour le faire. Enfin, non, j'exagère. Mais on a le cas de Lance Armstrong quand même qui nous avait dit non, moi le dopage jamais. Bien évidemment. Et puis qui aujourd'hui, est bien obligé d'admettre. On leur a retiré même ses titres, il me semble. Je crois qu'on lui a retiré. C'était le recordman, soi-disant. Ah bah là, nada. Voilà. Alors, petite conclusion, parce que là, on arrive à la fin. Oui, malheureusement. Alors, conclusion, ça va être quoi le sport là? Parce que par exemple, on est en train de me dire, oui, que deviendra le sport? Est-ce que 98 c'était la France Black Bomber? Que vont nous dire les politiques SOS Racisme en 2018? Quel sera leur discours? Le discours fait moins mouche quand même. Ça fait moins mouche aujourd'hui. Là, ça y est, les gens. Mais ils continuent de vendre ça. Le système continue de nous vendre ça parce qu'ils ont que ça encore. Enfin, ça fait partie de ce qu'ils ont à nous vendre. D'accord. Ça continue de faire rêver les gens quand même, malgré tout, même si les gens sont de plus en plus méfiants, dubitatifs à ce sujet. Mais ils n'ont pas le choix, ils continuent de le vendre. Donc ça fait partie de la lessive un peu qu'on va nous continuer. Le storytelling en fait. Du storytelling, mais ça fonctionne de moins en moins, tu penses, sur l'esprit des gens. Oui. Et c'est quoi, il y a une méfiance en France, je parle, mais dans le monde entier, voilà, c'est encore de beaux jours devant lui. La Chine, l'Inde vont dire oui, nous aussi on va faire la Coupe du Monde. La Chine va faire les JO d'hiver là aussi bientôt. Voilà, il y a plein de pays qui disent. C'est quoi les grands événements à venir là, vite justement? Là, l'Euro en 2016 l'an prochain. Ouais.
Il y aura les Jeux Olympiques de Rio juste après. Ouais. L'Euro sera en France, hein, je rappelle. L'Euro sera en France, ouais, c'est ça. Et puis voilà, il y a, je crois la Chine va faire les JO d'hiver, je crois pour. Ah, ils font les JO d'hiver. En 2018, je crois. Les je sais pas. ouais, les Ils avaient fait les JO de Pékin d'été, ils ont fait les JO d'hiver. D'accord. Donc voilà, oui, il y a d'autres pays qui vont entrer dans la danse. La Turquie va dire, ouais, moi aussi je vais faire la Coupe du Monde. L'Inde va dire, peut-être bientôt, oui, c'est pas surréaliste de penser que l'Inde pourrait organiser des JO, les pays émergents, quoi. Voilà, donc on a eu le Brésil, la Chine. Qatar, c'est bon, voilà. Mais, donc voilà, oui, non, la tendance n'est pas prête de s'arrêter. Voilà, hélas. Hélas, ça même si c'est pas interdit de faire du sport ou d'apprécier le sport quand même, malgré tout. Hein, question subsidiaire, c'est vrai que je trouve intéressante. On me dit que pensez-vous du pari sportif, parce que c'est vrai que ça c'est. Ça s'est beaucoup développé, ça aussi. Ça s'est énormément développé, voilà. Ça contribue à renforcer la dépendance et le phénomène des ludopathes. Voilà. Donc les gens qui deviennent encore plus accros et qui lâchent leur argent. Ils sont prêts à bousiller une famille juste pour. Donc maintenant, non seulement les entreprises investissent, mais en plus ils viennent évidemment. Parce que maintenant c'est en ligne, tu paries. Les gens s'imaginent que c'est virtuel. Non, tu paries vraiment de l'argent. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est en un coup de clic. Ils n'ont pas l'argent comme ça devant eux. C'est pas comme quand tu vas au casino ou quoi. Mais en un coup de clic, on s'imagine que non, on fait rien. Mais en fait, si. Ouais. Ton argent, il passe quand même. C'est quand même débité sur ton compte. Ça contribue à désaguer encore plus les gens, malheureusement. Et ben voilà. Et contribuer au chaos social. Voilà. Et ben en tout cas, écoute, merci beaucoup. Mais merci beaucoup à vous. Alice, merci pour votre invitation. Merci à l'équipe, à la régie. Merci à la régie, évidemment. Merci aux métanotes d'avoir été présents. Voilà. Je remercie aussi ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui m'envoient des messages. Des fois, je reçois des messages, que ce soit des messages positifs, mais même des remarques, des constructives. Et vraiment, je les en remercie. Et il y a toujours ton livre. Il y en a qui me disent comment on peut se le procurer. Toujours Librairie Facta. 4 avenue de Clichy au métro Trinité à Paris. Sur Internet Librairie de Lorient, oui, même sur Internet aussi, vous pouvez commander sur leur site. Librairie de Lorient dans le 5e, 18 rue des Fossés Saint-Bernard. Le site Hades Éditions. La librairie en Belgique, librairie Arissala, 153 boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles, ou en m'envoyant un mail anis.alfaïda@gmail.com. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Anis d'être venu pour cette émission hyper originale, je pense, sur le sport. Le débat, il continue de toute façon, voilà, vous le savez très bien. En tout cas, nous, on se retrouve mercredi pour la prochaine émission, parce que si vous étiez avec nous ce soir, vous n'étiez peut-être pas en train de faire des exercices. C'est que forcément, vous êtes la résistance. Merci, ciao, ciao. Bonsoir.